Oui, je suis née au Chili, à Santiago. Eh bien, je suis née donc en 1936 à Avignon, tout près du Palais des Papes. Je suis né à Kaboul dans les années 45. Je suis née à Berlin. En quelle année vous êtes née ? 34. Moi, je suis né à Anden, Belgique. Je suis née en 1950. En Tunisie, mais mon président, c'était De Gaulle. Quand je suis née, j'étais française, mais je suis d'origine maghrébine. Je suis née le 8-9-1949 en France, à Paris 13e. Mes parents étaient hongrois. Mes origines à moi sont ukrainiennes. Et vous avez vécu où avec vos parents ? À Dessines-Charpieu, c'est dans la région lyonnaise. Je suis née en 1938, ce qui me fait 78 printemps. Je suis née à Reims, en Champagne. Mes parents étaient d'origine étrangère, franco-germanique. Et moi, j'ai ajouté une troisième option encore, c'était l'Algérie. Donc, je suis arabo-française, germano-internationaliste. Dans le cadre du projet Génération Solidaire à la Mosson, l'association PASSIM a rencontré 9 aînés du quartier, ouvrant la porte sur leur lieu de vie, leur vécu du quartier et leur intimité. Leurs témoignages sont imprégnés de parcours familiaux et individuels, nous invitant à voyager à travers le monde et le temps pour se retrouver à ce même point d'ancrage, la Mosson. Arrivées par hasard ou par opportunité, ces personnes nous livrent leur trajectoire singulière. À travers leurs récits, nous retraçons leur arrivée, la façon dont ils ont investi le quartier et la manière dont ils se l'approprient aujourd'hui. À la fois nostalgiques d'une époque révolue, tout en s'adaptant malgré tout à un quartier en perpétuelle évolution, leurs paroles dévoilent une certaine fragilité dans des vies aux multiples revers. Vivre seul est en effet le quotidien de la plupart de nos témoins. Néanmoins, leurs regards diffèrent selon leur âge, leur parcours de vie, leur lieu de résidence et les représentations qu'ils se font de leur territoire. Nos aînés nous poussent à se poser la question : comment la Mosson peut-elle s'adapter pour qu'ils puissent habiter et vivre le quartier ? Vivre son quartier, les aînés de la Mosson nous racontent. On était assez mêlés en politique, si vous voulez. C'était Pinochet qui avait pris le pouvoir, quoi. Et il a fait un coup d'État. Il y a beaucoup de morts, des copains à nous qui sont décédés, qui les ont tués. On n'a pas cherché à venir ici en France. On a été rejetés, donc voilà, et on a tombé ici. Bon, Montpellier, ça faisait un peu espagnol, Montpellier. Donc, on a dit Montpellier. Mais on ne savait pas que c'était Montpellier. Vous ne pensiez pas à Phobos en particulier ? Ah, l'ambiance de Phobos. Je dis, on n'est pas habitué à vivre comme ça, enfermé comme ça dans un... Et en plus, c'était un effet 1, je crois, un truc comme ça, tout petit. Après, on est parti ici à la rue de Liège, oui, c'est là, derrière. Je suis devenue copine avec 2 dames qui habitaient au Nouveau-Pérou, ici à la Mosson. Elles nous disaient toujours qu'elles étaient bien dans leur immeuble, à la Mosson. Et il y avait des appartements à vendre ici. Et cet appartement, il était resté 18 mois sans être vendu. Je vendais à un tout petit prix. Et moi je n'avais pas d'argent devant moi. J'avais toujours été une cigale un peu. Et je vivais au jour le jour, je n'avais pas d'argent. Moi, jamais je n'avais acheté un appartement de ma vie. Notre maison de Castelnau a été vendue. Je suis venue ici. Et vraiment, j'ai vraiment eu le sentiment de rentrer dans une nouvelle vie. J'ai acheté ma maison à des Siciliens, monsieur et madame Giacalone, et c'est ce qui me vaut d'avoir un beau marbre par terre. Et le choix de ce quartier, alors 76, les maisons... C'est le prix. C'est-à-dire que pour le prix, j'avais une grande maison avec 4 enfants. Mon arrivée sur le quartier, c'est très simple. J'avais des relations, à une certaine époque, très importantes dans différents domaines. J'ai connu, je ne sais pas si c'était le président à l'OPAC. À un certain moment, j'ai demandé un appartement et je l'ai obtenu.
Je cherchais un logement partout. Évidemment, je courais toujours chez les assistantes sociales et tout. Et puis là, j'avais trouvé quand même quelque chose du côté du père Soulas, une location. J'ai pris contact avec une dame par les chiens. C'était à un moment donné, il y avait des élections. Les membres qui se faisaient élire, ils passaient dans les maisons, ils discutaient avec les gens pour avoir les voix. Et là, il y avait un jour chez elle, je me trouvais chez elle, quand il y avait le passage d'une dame et d'un homme qui se présentaient donc, qui avaient une liste. Je suis inscrite pour un appartement en HLM, mais ce qu'on m'a présenté, c'était pas possible pour moi. J'étais déjà handicapée, hein, mais c'est bloqué. Du moment que j'ai refusé, c'est bloqué. C'est cette dame que j'ai contactée un an après et je lui ai demandé de l'aide. Et elle m'a convoquée. Ça s'est trouvé après, c'était l'assistante fraîche. À ce moment-là, moi, je ne connaissais pas tout le système. Hein. Oui, c'est cher un appartement. Hein. J'en ai eu 2 d'appartements, j'arrivais pas. Hein. Ah ben non. Oui, j'étais dans les foyers à Chalon-sur-Saône, Angers, Mâcon, Cholet. J'étais à Perpignan avant. Donc après, j'en ai eu marre. C'est là que j'ai atterri à Montpellier. Et je me rappellerai toujours l'émotion quand elle m'a ouvert la chambre. Quand j'ai vu la superficie, que j'avais toujours eu l'habitude de vivre dans un truc restreint, tout vide, ça fait une grande superficie, là, faut pas croire. Hein. Quand vous avez tout vidé, ça fait énorme, vous pouvez danser. Hein. Alors ça me faisait grand. Et elle me dit, ben, vous êtes chez vous ici. Je lui dis, mais je suis tout seul ou on est à 2 là? Elle m'a dit, non, c'est votre logement, monsieur Gittin. Oui, donc vous avez posé comment je suis arrivé en France. Qu'est-ce qu'un Afghan fait à La Payade? Donc nous sommes en 82 à Paris et je fais un ulcère à l'estomac et je suis tombé entre les mains d'un merveilleux professeur de médecine et ce monsieur-là a passé une matinée avec moi. Et il m'a dit, mais monsieur Heider, nous avons tout vu, vous n'êtes pas malade, vous avez besoin de lumière. Donc, si vous pouviez vous trouver un endroit ensoleillé en France. Et nous, on déménage de Paris à Montpellier. Et c'est comme ça que la Providence m'aide. Un copain partait au Mozambique. Et le copain en question, il dit, mais j'ai une maison à louer, tu veux pas la louer? C'était une maison, avenue Guillaume de Poitiers. Et on est arrivé dans le quartier de La Payade en 83. Présents depuis une ou plusieurs décennies, nos aînés ont respiré, vu et vécu le quartier jour après jour. Ils évoquent, sans langue de bois, l'évolution de la Mosson et en soulignent les aspects les plus marquants à leurs yeux. Des perceptions liées à la fois au changement réel du territoire, mais aussi à leur évolution personnelle. Comment c'était la Payade en 72 quand tu es arrivée? C'est la forêt, c'est la campagne. C'est plus joli. On n'a pas de marché, on n'a pas de sécurité sociale, on n'a pas la poste. On a des routes, on a de la boue, beaucoup de vignes, beaucoup des arbres. C'est une campagne à côté de la ville. Parce qu'on peut, moi j'étais jeune, j'ai parti plusieurs fois en ville, à pied. Et le retour, on prend le bus. Et là, c'est trop rempli, beaucoup de monde. Il n'y a plus des arbres, déjà sont cassés, il n'y a pas de parc. C'était mélangé, c'était très beau. Après, ça recommence comme ici. Commence le français partait, et commence les jeunes tiennent le mur. Mais je ne sais pas le problème. Hein. Ce qui m'a plu, c'est le lac, parce que je pouvais me balader autour du lac avec mon fils, quoi. Et puis, disons que j'avais des amis à l'époque qui habitaient dans une maison à côté, puis elle avait des enfants aussi, donc on se retrouvait autour du lac pour se balader un petit peu. Chacun apportait son goûter, on passait un bon moment, quoi. Donc vous êtes depuis 30 ans sur le quartier alors? 25, enfin depuis 92, mai 92. L'entourage était sympa. Moi, ça me plaisait ces grandes rues. Il y avait des arbres partout, beaucoup de verdure, il y avait le parc et tout cela. C'était bien. Maintenant, c'est tout ça, c'est dévasté pour ainsi dire.
Les arbres ont tous disparu parce qu'il fallait la visibilité pour les voitures, il fallait faire la place sur les trottoirs pour que les voitures puissent se parquer, et tout cela, alors c'est devenu, vous voyez, c'est plus attirant comme avant, avant c'était attirant. Et on parquait les gens ici, partout dans ces HLM, soit les vieux, soit les familles nombreuses. Hein. Oui, on est parqué dans des endroits et puis on n'en sort plus. Hein. On avait tout, c'est pour cela que j'ai acheté ici. Mon fils il m'a dit achète là, il y a tout, tu as tout en bas, tu as les potes de fleurs, il y avait des magasins, il y avait la boulangerie, la papeterie, il y avait tout. Je descendais, j'achetais le journal. Et voilà. ça a changé du coup. Ouf. Bon, ils ont commencé à vendre les gens. Tout, ils partaient parce qu'ils avaient fait construire des maisons ailleurs. Ça parce qu'ils achetaient ailleurs. Ce qui vous a séduit, c'est surtout l'appartement, plus que le quartier. C'est l'appartement. Eh ben, le quartier me déplaisait pas parce que moi j'aimais bien la culture arabe à l'époque. Fin des années 90 et début des années 2000, on parlait de culture arabe, on parlait d'arabité des gens, on disait des Arabes et des Français. On n'entend plus ce mot d'arabe. On n'entend que des musulmans ou des Français. Parce que eux, de leur côté, ont accentué leur identité religieuse, musulmane, etc. Et nous, on les voit un peu que comme des musulmans, quoi. On dit pas un Algérien, on dit c'est un musulman. Et mais merde, il y a des Algériens qui sont pas musulmans, il y a des Algériens chrétiens, il y a des Algériens athées. Mais bon, c'est comme ça. Ça a été à un tel point aussi que mes deux filles, qui sont d'origine algérienne, qui sont assez typées, type maghrébine, etc., il y a l'européenne, elles ne viennent plus, elles n'osent plus venir, et ça continue encore. À tel point que j'ai voulu vendre mon appartement, je vous en ai peut-être parlé, je l'avais mis en vente il y a 2 ans. Parce que mes filles me tannaient en me disant, écoute, vends, et puis tu te rapproches de chez nous, tu loueras quelque chose, tu pourras venir plus souvent te voir, etc. Allez, j'ai dit hop, et j'ai pas trouvé d'acheteur, finalement j'ai dit à mes filles, écoutez, moi je suis bien chez moi, je suis bien à la Paillade. Tout d'un coup, je me suis sentie bien à la Paillade. Dans un cadre de vie sans cesse en évolution, chacun compose avec originalité sa façon d'habiter le quartier et organise son quotidien autour de points de repère qui leur appartiennent. On est bien ici. Ici, c'est un petit village. Bon, on a supprimé des marchés, mais il y en a quand même 3 par semaine. On a les puces qui sont là aussi. Ben, tout ça, c'est une vie, je dirais, une vie très familiale. Et tout à proximité. Ben, moi, j'ai 2 points d'attache. Oh, je peux dire 3. Le premier, c'est le CCAS, la CAF, et le théâtre, Jean Villard. Je vais à Pause Culture. J'essaie d'avoir des spectacles. J'adore le théâtre. D'ailleurs, je me débrouille toujours pour voir des pièces de théâtre. Pour la force du quartier, le seul tram. Il n'y avait pas le tram avant. Maintenant, c'est bien parce que ils ont mis le tram qui peut m'emmener à la gare directement, à l'Odysseum directement. L'autre peut m'emmener au champ. Avant, il fallait prendre le 15 qui était bondé pour monter dedans avec un sac. C'était pas évident, hein. Payer la poste, les impôts, la sécu, la CAF. Il y a le Leader Price, moi je l'ai connu, c'était l'époque, c'était Casino qui était là. Mais parce que j'étais à proximité, oui. Je suis allée au comité de quartier il y a peut-être, 10-15 ans. Je ne sais pas depuis combien de temps il existe. C'est un endroit de rencontre, quoi, le comité de quartier, puis un lieu d'information aussi. D'abord, c'est le seul moyen pour moi de savoir ce qui se passe dans ce quartier. Puis j'aime bien l'orientation qu'a ce comité de quartier, qui n'est pas politiquement... je trouve qu'il y a une certaine variété dans les gens qui participent. Ah mais si, j'avais créé une association Objectif Paillade, 3e millénaire. Quand je suis arrivée en 2000, je ne sais pas si vous aviez connu la Paillade en 2000 ? Oui. Moi, je trouvais que c'était vraiment un environnement dégueulasse, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une fleur, il n'y avait pas une plante, il y avait... Et alors... Ah oui, sur le Grand Mail, il y avait un bureau de tabac à l'époque.
C'est un Français qui tenait ça et qui se bagarrait pour tenir sa petite presse à flot, quoi. Et les mômes s'amusaient toujours à lui foutre du chewing-gum dans la serrure. Bon, bref, un moment, une fois, ils ont cambriolé. J'ai pris le taureau par les cornes, j'ai organisé une pétition et il y a eu, en 3 jours, on a eu 400 signatures. C'était pas mal. Et donc, moi, je pensais aller ensuite discuter à la mairie avec ça. On a dit, mais on va créer une association. Allez, Objectif Payade, 3e millénaire, pour améliorer les choses sur le Grand Mail, où on va demander qu'on nous plante des lauriers roses aussi. On a averti la presse, Midi Libre, ils nous ont fait des articles dans la presse. Objectif Payade, 3e millénaire, demande des lauriers roses pour la paillade, de grands titres. Et effectivement, la mairie a planté des lauriers roses, qui maintenant ont poussé d'ailleurs, et qui sont le long du tram, vous en voyez, sur le Grand Mail, il y en a, enfin bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore apporter, vous, au quartier avec votre présence, écoutez, notamment. j'en sais rien. Franchement, j'ai pas de projet, mais j'ai pas de projet actuellement sur le quartier, non. Les envies de saisir les opportunités pour investir le quartier sont parfois freinées par les aléas de l'avancée en âge. Ainsi, les limites physiques et sensorielles confinent certains aînés à un repli involontaire qui les restreint dans leur vie quotidienne et modifie leur rapport au territoire. Ah, mais de quartier, non. Il n'y a pas d'association. Moi, je ne connais aucune association qui... Mes connaissances, il faut dire aussi, comme je ne peux pas lire, je ne peux plus prendre les journaux qu'il y avait là. Avant, il y avait même à la mairie, ils distribuaient un journal, surtout qui parlait beaucoup de la paillade. Mais comme je ne peux plus lire, moi, maintenant, c'est fini, ça ne m'intéresse plus. Vous voyez, je suis quand même handicapée de ce côté-là. Et ici, par exemple, pour me faire une ampoule, je demande au petit jeune qui fait le nettoyage. Mais c'est une entreprise là qui fait le nettoyage des escaliers. Et j'ai une pièce à côté là où j'ai tous mes cartons. Mais l'ampoule, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas d'ampoule. Puis je suis toujours en tâtonnant ou avec une lampe comme ça pour trouver quelque chose dans les cartons. Parce que je ne sais pas à qui demander, mais il faut aussi grimper. J'ai pas non plus les gens toujours sous la main. Il faut faire quand même, hein. Je peux pas m'enterrer quand même. Je bouge quand même, évidemment, je tombe beaucoup, je me casse la figure. Mais si on n'ose pas, hein, ma vie continue. Hein. Bon, un point faible, associatif, quoi, il n'y a pas grand-chose. On n'en a pas. Vous en connaissez, vous? À part la vôtre. Et comme elles ne sont pas trop connues, les assistantes sociales ne sont même pas capables de donner les adresses. Alors... Elles me disent toujours, elles m'ont toujours dit à l'époque, chercher. Mais c'est vaste la paillade, hein, entre parenthèses, ça va jusqu'à Georges Brassens, tout ça. Hein. Maintenant, je suis un papy. Je lis un papy, oui, de temps en temps. Vous avez l'impression d'être un papy? J'ai plus la même force physique et la santé pour le faire. Hein. D'ailleurs, je ralassais parce que je peux plus. Il y a beaucoup de choses que je peux plus faire. Quand je fais un truc, je suis KO. Depuis, j'ai eu mes problèmes cardiaques. Je ne pouvais même pas me projeter dans l'avenir. Et maintenant, vous vous projetez à nouveau dans l'avenir? Non. Pour faire quoi? J'ai rien envie de faire. J'ai plus rien envie de faire, pour ainsi dire. Il y a la santé qui déconne, bon. Sinon, je m'emmerde plus qu'autre chose, des fois. Hein. Là, je fais quoi? Je mange mes petites tomates tout seul devant mon mur, là. On voit pas grand monde. Les gens, ils se racassent pas des autres. Hein. On voit personne. L'entraide, il n'y a pas d'entraide ici. Hein. Je vous dis, on se parle un peu la journée, bonjour, ça va, quoi. Une fois qu'on est chez soi, qu'on a fermé la porte, on ne sait pas ce qu'on fait, hein. Et vous avez l'impression de sortir plus souvent du quartier, entre-temps, j'ai vieilli, mon petit ami, hein, et j'ai été opéré de la hanche aussi, ce qui m'a aussi bloqué, quand même, je peux dire, une année et demie, où j'ai un peu moins circulé, quand même, le temps de me retaper. Donc voilà, là je suis en train de rattraper mon retard, je suis en train de recirculer plus facilement, mais je marche encore, j'arrive difficilement par exemple à marcher à pied de chez moi jusqu'au marché, tu vois. J'ai ma petite bagnole, donc je vais en voiture à Saint-Paul par exemple, je la gare, et de là si je veux retourner au Halles par exemple, je me fais un arrêt de tram. Enfin bon, j'ai besoin, je ne peux plus marcher beaucoup.
Et sinon, dans le quartier, quels sont les endroits que vous avez du plaisir à fréquenter? Eh ben, écoute, de moins en moins. Franchement, le Grand Mail, par exemple, je n'y mets plus les pieds. Parce qu'une fois, j'ai eu peur. Il y a déjà un groupe de jeunes. J'avais toujours envie de par le tram. Et je revenais par le Grand Mail. J'en profitais. Je me disais, tiens, chaque fois, comme ça, tu verras le Grand Mail. Tu verras comment il évolue. Bon. Vous allez plus sur Et moi, je n'y vais plus. Je me balade plus par là parce que je me sens pas à ma place. Hein. Nos aînés, à travers leurs propos, pointent du doigt leur difficulté à lire le territoire et à repérer ses éléments structurants, tels que le tissu associatif. En outre, le départ et l'arrivée continuelle de nouveaux habitants fragilisent les relations de voisinage et d'entraide, donnant lieu à des façons d'être plus individuelles. Ici, les maisons ne sont pas facilement ouvertes. Hein. On n'invite pas ici. Hein. Comme par exemple, bon, je suis rentrée, mais j'ai jamais vu les pièces de ma voisine, là. Je rentre, mais c'est à l'entrée, là. Hein. Moi, ça m'arrive de frapper à la porte parce que j'ai besoin de quelque chose. Mais ça s'arrête là. On me rend un service si je le demande, mais enfin... Alors, les gens les plus longtemps que je connaissais, ma voisine de palier, et une autre famille en haut. Sinon, tous les autres gens, ils arrivent, au bout de 6 mois, ils ont disparu. Ils cherchent autre chose, ou plus grand, ou plus joli, ou je ne sais pas. Ils disparaissaient. Alors, il y a un continuel va-et-vient. Non, je reste si c'est pas l'HLM qui fait quelque chose. La relation de voisinage ici, comment ça se passe? Moi, c'est trop bien, parce que avant-hier, j'ai passé la nuit avec Marie. Au bloc 17. On suspite. Mais c'est ma copine, je connais. Je connais sa mère. Quand on l'habitait à Phobos, Marie, elle a 14 ans. Quand ma fille, elle part en Tunisie, elle me contacte, elle veut me voir. Et une fois, je dis, mais tu viens moins maintenant. Elle m'a dit, ta fille, elle est là. Moi, je suis mieux avec le français. Donc tu as beaucoup de relations de voisinage plutôt avec des Françaises? Plus avec Vanessa, Virginie. Je vois chez Odette, je vois chez Marie. Marie, elle est là. Elle est toujours là. Après, si Marie, elle part, personne d'autre, quoi. Et les nouvelles personnes qui arrivent, tu fais du lien avec elles? Ni français, ni arabe. Je sais, ma voisine en face, c'est l'Algérienne, je lui fais même la clé de la maison. Je dis, si un jour, tu toques, j'arrive pas, je t'ouvre pas la porte, ouvre la porte. C'est moi que j'ai fait les démarches au début. Ça n'a pas marché d'être ami. Ça marche pas. Les voisins, j'étais trop bien avec les voisins d'avant, mais ils sont partis. Et pas les voisins maintenant? Non. Pourtant, c'est plus du Maghrébin. Je grandis avec le français. J'ai un caractère un peu bizarre, un peu français, un peu maghrébin. Vous savez, on avait un centre commercial autour qui était très bien achalandé autour d'une pharmacie et d'un centre médical. Et je ne sais pas par quel malheur le centre médical s'est fermé. Un des membres du centre médical était un pilier de la mairie de Montpellier. Et quand elle est partie, donc les autres co-associés n'ont pas trouvé intéressant de rester autour. Et le petit centre commercial de Tours s'est transformé en fréquentable. Et bientôt, la pharmacie aussi va se fermer et nous allons être privés d'un service et d'une personne adorable, parce que quand un des vieux tombait malade, cette pharmacie livrait les médicaments. Quand on avait un état d'âme, dans cette pharmacie, il y avait des pharmaciennes qui nous écoutaient et tout ça. Donc l'évolution, malheureusement, depuis que j'ai commencé à vivre à La Payade, c'est vrai qu'on a éliminé le Phobos et on a construit à la place. Mais bon, les bâtiments ont changé. Peut-être les êtres qui y occupent aussi. Mais les façons d'être se sont beaucoup dégradées. Face à un paysage devenu moins familier, parfois hostile, certains témoins construisent eux-mêmes un nouvel imaginaire où la relation à l'autre est moins évidente et où le rapport au territoire est plus hésitant. Trouver la vie de quartier plutôt agréable. C'est-à-dire agréable, oui, et je ne m'occupe pas des autres. Chacun a leur vie. Et si, par exemple, quelqu'un venait frapper à votre porte pour vous demander de l'aide?
Je porterai de l'aide. Ouais. Dans ma mesure de mes possibilités, j'apporterai de l'aide. Mais disons qu'il y a une chose que, comme je suis toute seule, je fais très attention qui est-ce que je fais rentrer. Moi, chez moi, pour moi, la solitude est très pesante. J'ai confiance aux gens, mais je sais très bien que ce qu'elles veulent, c'est quelque chose, veulent obtenir quelque chose. Ça, c'est un problème. Vous savez, moi, j'ai ma voisine, elle a eu des contacts avec certaines personnes pour faire des travaux. Le mec a payé, il a fait du boulot, à moitié fait. Et c'est le personnel qui ne veut pas avoir confiance. Parce que il y a beaucoup de gens qui se proposent, mais sans aucune garantie. Et c'est ça qui me chiffonne beaucoup. Et vous sortez, vous allez au théâtre, vous allez faire des activités qui vous font plaisir de temps en temps? Ben non, je ne me trouve plus. Ah ouais. Je me protège, oui. Si vous sortez dans la rue, vous savez pas. Il y en a beaucoup de gens ici qui se sont fait arracher les... Alors, qu'est-ce que vous voulez? Je limite les sorties. J'ai pas peur de personne. Hein. Mais comment de me voir affronter une situation. C'est la situation qui me fait peur. Maintenant, les rues ne sont pas pour nous, pas pour des gens qui... Voilà, la population, elle a changé. Donc, cette population-là, elle est dans la rue. On ne peut plus sortir maintenant. Vous savez, l'endroit, je l'aime. Ce n'est pas l'endroit qui me fait... C'est pour cela que je veux partir. Malgré les réticences, pour sortir dans le quartier et leur peur de l'autre, ces personnes ne renoncent pas toutes à établir des relations de proximité, pourvu que celles-ci soient placées sous le sceau du partage et de la bienveillance. Il y a une chose que j'ai trouvée du tonnerre, c'est les musulmans, quand ils passent et qu'ils connaissent quelqu'un qui est à l'arrêt du bus, ils lui demandent où tu vas, ou est-ce que je peux te rapprocher et tout. Ça, c'est une chose que j'apprécie chez eux. Que les Français, ça peut être votre propre voisin, ils s'en foutent, vous attendez le bus jusqu'au bout, quoi. Ils ont une certaine solidarité entre eux, quand même, que j'admire, parce qu'ils ont un soutien entre eux, un tel esprit de famille. Disons que j'en connais beaucoup. Il y a même certains musulmans qui me disent bonjour. Alors une fois, ma soeur est avec moi, elle me dit qui c'est. Je ne me demande pas, je ne sais pas. Mais je réponds toujours bonjour. Je les appris à dire bonjour. À tous, je leur disais bonjour. Bonjour. Monter dans l'ascenseur, bonjour. Jusqu'à ce qu'ils se sont habitués à dire bonjour. Et ils ont commencé à dire bonjour aux gens et à se dire bonjour entre eux aussi. C'est la moindre des choses qu'on peut se dire. Des fois, on ne se connaît pas, mais bon, on pourrait faire connaissance quand même, comme ça. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je fais une aide quand même. Je m'occupe des personnes qui sont en difficulté. Alors, j'ai des malades, j'ai des personnes âgées qui ont des petits problèmes ici. Je trouve toujours une entraide. J'aime bien avoir une relation. J'aime beaucoup mon quartier. Samedi dernier, on avait une fête des voisins, là, juste derrière, parce qu'on a un chemin piétonnier derrière qui s'élargit juste devant chez moi. On était drôlement contents parce qu'on a été 30. Alors là, c'est que les gens du lotissement. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce quartier qui est peuplé de vieilles dames commence à avoir des jeunes qui viennent avec un bébé de 2 mois ici, 3 maisons plus haut, un bébé de 6 mois, qui était là. Il y a beaucoup de jeunes entre 15 et 20 ans, et ils sont venus. Ça, c'est formidable. Comment ça se passe quand vous voyez qu'il y a une nouvelle famille? Vous allez faire connaissance? C'est-à-dire que là, ceux de là, je les ai invités. Puis j'ai invité quelques autres personnes aussi. Elles étaient avec moi au repas de quartier là-haut. Elles ont fait connaissance, je suis ravie. Je crois qu'elles vont faire du jogging autour du lac parce qu'elles ne se connaissaient pas. Bon, elles auraient fait connaissance sans moi, hein, mais j'ai quand même peut-être activé un peu les choses. Là, quand même, je ne fais pas des amis pour l'instant, mais en même temps, il y a de la sympathie pour moi. Même les gamins, les petits jeunes, les ados, d'une part dans le tram, je ne peux pas mettre le pied dans le tram sans qu'il y en ait un qui se lève tout de suite, qui me donne sa place. D'autre part, quand je reviens avec mon caddie un peu chargé,
Madame, je vous aide, ils me portent mon caddie, ils me portent mon sac, ils m'aident comme ils peuvent. Je sens de la bienveillance autour de moi. Ça, je dois dire, je me sens bien, quoi. Une préoccupation commune est ressortie lors de nos échanges, celle de l'avenir de la jeunesse. En effet, si nos aînés peuvent se montrer craintifs vis-à-vis de certaines attitudes de la jeunesse, ils souhaitent néanmoins pouvoir transmettre leur expérience et être un appui pour leur envol. Moi, j'aime beaucoup les jeunes. Je discute un peu avec les jeunes. Je dis, écoute, quand on est venu du Maghreb, on n'était pas riches. Hein. Mais c'est pas parce que les autres ils sont riches qu'on doit être très riche. Si on veut être riche, on fait tout doucement. On travaille. Et comment ils te reçoivent, les jeunes, quand tu vas leur parler Ils sont gentils. Ils sont trop gentils. Quand ils me voient charger, ils viennent chercher la commission, ils courent derrière moi. Je dors le soir avec le fenêtre ouverte. Ils ne me dérangent pas. Mais ils ne comprennent pas. Aider les jeunes, il me fait mal. C'est triste. Ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de venir. J'aimerais bien qu'ils en aient une vie plus tard. Les jeunes de Saint-Paul, tout ça. Ça me rend triste de le voir comme ça. Il ne peut pas changer la paillette, parce que si on change la paillette, on doit changer d'abord ce que puis des jeunes. Nous, c'est pas grave. Parce qu'on a fait sortir, on les connaît les choses, on a des têtes, les vieux. Hein. Les jeunes, je ne vois pas des médecins, je ne vois pas des pilotes, je ne vois pas des pharmaciens, je ne vois pas de policiers, je veux voir tous avec le neuf. On ne les gâche pas sa vie dans la rue. Quand il y a 20 ans, on commençait à dire bonjour à nos voisins. On essayait de chercher tout le temps une occasion pour se retrouver les gens de la même rue pour boire un verre et puis partager une soirée. Depuis, nous avons maintes fois essayé de refaire la même chose. Les jeunes générations qui arrivent, on les invite, ils ne viennent pas. La jeunesse se méfie des vieillards. Pourquoi ? Je trouve que la jeunesse s'est désespérée. Il y a 20 ou 30 ans, il y avait un espoir de l'intégration et l'ascenseur social fonctionnait tant bien que mal. Et aujourd'hui, avec tristesse, quand je vois devant notre pharmacie là-haut, la jeunesse est égarée. Ce sont des choses que j'observe. Et mon but à la Payade ici, aujourd'hui, si je me bats, je n'ai aucune ambition, ni de pouvoir, ni d'argent. C'est juste pour devenir une sorte de lion qui irrigue de la jeunesse comme vous pour dire « N'ayez pas peur, vous habitez dans un pays immensément riche, mais immensément difficile pour l'autre. Et il est de devoir des aînés de se comporter comme des bons citoyens. Donc il faut impliquer les aînés. Notre devoir de vieux, c'est d'être un appui pour que vous puissiez décoller. Et ça fait partie de ma citoyenneté et de ma solidarité dans cette cité. La vie sociale du quartier résulte de la coexistence d'un ensemble de cultures, de parcours de vie, de compétences multiples et de perceptions singulières. Même si le territoire semble complexe, le vivre ensemble se vivifie des échanges et des relations d'entraide et de partage, et se nourrit des potentiels de tous. Ainsi, il revient à chacun de s'approprier ce métissage, composé de toutes ces richesses de vie diverses, afin de construire un avenir commun, positif et humaniste, impliquant la jeunesse comme la vieillesse.